Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Bonjour tout le monde, bienvenue, nous sommes en direct sur Radio Lac comme chaque jeudi entre 14h et 15h, mais également quand vous le souhaitez, ça se passe sur onetv.ch, c'est votre rendez-vous. Oui, nous parlons économie, regardez, il y a encore beaucoup de sujets cette semaine. Nous allons parler innovation avec l'approvisionnement d'eau, alors bien entendu dans des pays qui en manquent, mais également peut-être chez nous aussi, c'est ce que l'on verra un peu plus tard dans cette émission. Nous allons également nous intéresser à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ce que l'on appelle les critères ESG. Qu'est-ce que c'est que ça exactement ? Eh bien, un expert sera avec nous pour en parler. J'aimerais également dire bonjour et dire bonne année à Nathalie Hardine. Bonjour. Bonne année, Benjamin. Vous êtes la directrice du département politique de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève et vous nous proposez de passer la Saint-Valentin avec vous. Exactement. Enfin, avec moi. Pas uniquement avec moi, bien sûr. Et jusqu'à 20h, pas plus tard, parce qu'on sait que tout le monde est pris à la Saint-Valentin. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Oui, cette année, c'est une année électorale, une année très importante pour le canton de Genève. On parle pour le moment des élections cantonales. Et la Chambre de commerce organise une grande soirée de rencontre entre candidats au Grand Conseil. On a invité tous les candidats au Grand Conseil, quel que soit leur parti. Et les entrepreneurs genevois, ça se passera à l'Uptown, à la Servette, entre 18h et 20h. Et ce sera l'occasion pour la Chambre de présenter une trentaine de propositions qu'elle fait pour la prochaine législature, des propositions qui ont été élaborées par les entrepreneurs membres de son conseil et de son comité. Et nous aurons des entrepreneurs et des femmes entrepreneurs qui vont venir témoigner de leur expérience, des défis et des problèmes qui se posent à Genève et que les futurs élus devraient résoudre. Les futurs élus, d'un mot, qui sont de gauche, de droite, qui sont forcément pas réceptifs de la même manière, j'imagine, à certaines des propositions d'une chambre comme la Chambre de commerce. Oui, mais il y a des entrepreneurs qui sont de tous les partis. Et puis pour la Chambre et pour l'économie en général, on doit avoir un dialogue constructif avec ceux qui nous gouvernent, quel que soit leur parti. Et effectivement, que ce soit en termes de mobilité, de fiscalité, d'aménagement du territoire, eh bien, les sujets qui sont importants pour l'économie transcendent les clivages politiques. Et donc, les entreprises vont dire ce qu'elles pensent, elles vont dire ce dont elles ont besoin. Et on va entamer un dialogue avec tous les candidats, quel que soit leur parti. Objectif, élection, donc rendez-vous le 14 février à l'Uptown, Geneva. Les informations, j'imagine, sur le site de la Chambre. Les invitations sont parties et toutes les informations sont sur le site internet. CCIG.ch. Et notre premier invité, nos premiers invités, devrais-je dire, les voici. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Comment repenser l'expérience hospitalité ? Alors, on le verra dans la deuxième partie de cet entretien avec le docteur Reza Etemat Sajadi, qui est expert marketing pour l'école hôtelière de Lausanne, qu'on appelle en fait le EHL Hospitality Business School, mais également avec Xavier Chaban. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des solutions d'expérience client chez Oracle. Oracle, un nom qu'on a vu des milliers de fois à travers les années. Rappelez-nous ce que fait Oracle. Alors, Oracle est l'un des leaders mondiaux dans le domaine des solutions logicielles pour les entreprises. Et donc, voilà, on a une présence mondiale. Vous nous avez peut-être vu sur certaines Formule 1 depuis quelques saisons. Donc, voilà, société spécialisée dans tout ce qui est digital IT. Avec une étude là, qui est sortie sur les tendances, voyage, hospitalité. Alors, bien sûr, on n'aura pas le temps de lire l'intégralité de l'étude, mais qu'est-ce qu'il en ressort ? Alors, effectivement, une étude qu'on a menée auprès de 5000 consommateurs, plus de 5000 consommateurs et plus de 600 hôteliers. Donc, une étude qui montre que suite à la pandémie, une sorte de revanche que nous avons tous en fait sur cette pandémie avec la volonté de voyager. Je crois que l'étude montrait que 94% des gens souhaitaient rapidement, à court terme, voyager à nouveau. Et des attentes aussi importantes par rapport à la manière dont ils vont pouvoir être traités. Donc, la chose qui peut surprendre, notamment dans cette étude, c'est le fait que de plus en plus d'entre nous souhaitent limiter les contacts lorsqu'ils séjournent dans un hôtel. Ça veut dire, je viens dans un hôtel, j'ai un code de réservation que je tape, je fais le check-in moi-même, en fait, d'une certaine manière. Alors, effectivement... C'est un exemple. Hein. Oui, tout à fait. Cette partie self-service, en fait, qu'on peut connaître dans d'autres industries, où on va aller faire son check-in depuis son mobile, et également de la même manière pour éviter de faire la queue à la réception lorsqu'on sort de l'hôtel, pouvoir faire le check-out ou le paiement directement depuis son mobile. Donc une forte attente au niveau aussi de cette limite
du nombre de contacts pour aussi peut-être par rapport à la situation sanitaire qu'on a vécue pendant plusieurs années. Et certains vous diront que ça permet aussi de limiter le nombre de gens qu'on embauche dans un hôtel. Alors, d'un côté, pour l'hôtelier, on pourrait le voir comme ceci. Effectivement, ça peut amener un gain. Mais maintenant, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a des solutions de self-service qui vont permettre aux gens de s'enregistrer ou de commander des services lors de leur séjour auprès de l'hôtel qu'on n'a pas besoin de personnel. Au contraire, l'une des difficultés qu'ont connues les hôteliers, ça a été un manque de ressources du fait de la pandémie, certaines personnes ayant changé de voie professionnelle, et deux, aussi de pouvoir retenir ses employés. Et souvent, en fait, cet aspect self-service permet d'amener du confort pour les gens de l'hôtel pour se focaliser sur finalement des tâches à forte valeur ajoutée. Et peut-être avoir effectivement plus de monde au nettoyage, par exemple, quelque chose d'assez évident. Oui, tout à fait. Ou dans d'autres départements, pouvoir focaliser là où l'hôtel va créer finalement du revenu et du service pour les gens qui restent. On a le sentiment qu'un hôtel où l'on vient faire le check-in soi-même, je garde cet exemple de check-in parce qu'il parle absolument à tout le monde, c'est un hôtel forcément un peu plus bas de gamme qu'un hôtel où l'on vient et où quelqu'un nous accueille, nous explique, nous entoure l'issue de secours la plus proche, etc. Alors, tout dépend parce que finalement, il y a différentes attentes. Déjà, parfois, vous pouvez voyager pour des raisons professionnelles ou pour des raisons personnelles, et donc les attentes ne vont pas être les mêmes. Mais même au sein des gens qui vont être dans un hôtel pour un séjour en famille, parfois, on a tellement eu l'habitude aujourd'hui, par exemple, d'utiliser des services, par exemple, pour commander de la nourriture ou des repas avec des livraisons à domicile, que parfois, ça peut être frustrant d'attendre 10 minutes dans une queue avant qu'on puisse avoir notre carte et pouvoir rentrer dans notre chambre. Et donc, les entreprises aujourd'hui et les hôteliers réfléchissent à comment également pouvoir mieux vous connaître en amont de votre séjour pour adapter et personnaliser à la carte votre séjour. Ça peut être aussi vu comme une valeur ajoutée. Finalement, avant, c'était, j'ai l'impression, vraiment pour le business, c'est-à-dire, voilà, j'ai mon smartphone, ça va vite, j'ai pas de temps à perdre. Aujourd'hui, monsieur et madame tout le monde sont mûrs pour ce genre de choses. C'est ce que j'entends dans ce que vous dites. Tout à fait. Et la technologie est un peu partout, même au sein de la chambre. Le fait de pouvoir avoir aujourd'hui des objets connectés, où on peut commander avec la voix une enceinte connectée et faire des demandes de services, une réservation au spa, une réservation au restaurant, de manière beaucoup plus facile, finalement ouvre le champ des possibles à monsieur, madame, tout le monde. Et donc on peut imaginer ce qu'on appelle les fameux chatbots, ces intelligences artificielles, où j'ai l'application de mon hôtel, où est-ce qu'il y a, je sais pas moi, des musées dans le coin, et il me répond. Exactement. Donc dans la chambre, via son mobile, il y a plus de 3/4 des gens interrogés qui seraient prêts à utiliser un chatbot dans un hôtel pour avoir un service supplémentaire, un service à forte valeur ajoutée. Nathalie Hardin, un avis là-dessus sur la notion de, allez, je vais utiliser le terme avec le sourire, de grand remplacement par la machine? Eh ben, je trouve que c'est. Enfin, je suis très étonnée par les résultats de cette étude parce que j'aurais pensé que les personnes avaient plutôt envie de se rapprocher des humains. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça encourage en fait l'innovation. Et puis, si ça répond à une demande de la clientèle, c'est important que les hôtels puissent se mettre à la page. Je me demande quels sont les défis que ça pose à certaines catégories d'hôtels. Vous parliez de hôtels plutôt bas de gamme ou bien des plus petits hôtels. Oui, parce qu'il faut des bornes, il faut de la technologie. Ouais. Voilà, et tous les hôtels n'ont pas ça. Ouais. Alors, oui et non, dans le sens où la mobilité, aujourd'hui, tout le monde a un mobile, que ce soit des plus jeunes aux plus âgés. Mais plus du côté de l'hôtel qui n'a pas forcément de plateforme. Oui, alors c'est vrai que là-dessus, il leur faut les solutions pour pouvoir accueillir ce type de solution de self-service. Ouais. Mais par exemple, on a le Grand Hôtel National de Lucerne, qui est un de nos clients, et qui a rapidement mis en place, lorsqu'ils ont refondu leur système d'information de l'hôtel, qui permet de prendre en charge les réservations et toute la partie informatique, on a une solution, on a une plateforme d'intégration assez importante avec un écosystème de partenaires, et ils ont mis très rapidement en place, par exemple, ces solutions de mobilité par une petite solution partenaire qui vient s'ajouter, en fait, à leurs solutions existantes dans le cloud qui permet de gérer l'hôtel. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. On repense l'hospitalité, les hôtels, cette étude Oracle dont nous parlions il y a quelques instants avec Xavier Chaban, responsable des solutions d'expérience client. Et alors de l'autre côté, du côté de l'hôtellerie, bonjour, docteur Reza Etemat Sajadi. Bonjour. Vous êtes expert marketing pour l'EHL et professeur associé à l'EHL Hospitality Business School. Excusez-moi, mais moi je vais quand même l'appeler École hôtelière de Lausanne. C'était son nom jusqu'en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Alors on disait, la technologie qui arrive donc de plus en plus dans les hôtels, c'est fini, les gens à l'accueil, alors c'est ringard?
Non, alors c'est pas du tout fini. Effectivement, il y a un deuxième élan par rapport à l'utilisation des nouvelles technologies, et puis même l'intégration d'intelligence artificielle. On a vu des chatbots récemment. J'imagine qu'on a tous pu tester les chatbots développés par OpenAI. Donc, il y a clairement des outils technologiques qui vont accompagner cette industrie, mais clairement, la relation humaine, elle est de loin pas terminée. Je dirais même que ce qui fera la différence, c'est cet accompagnement, utiliser la technologie, mais les points de contact essentiels qui sont pas forcément le check-in, parce que les check-in, évidemment, il y aura différents types de solutions, mais cette intelligence émotionnelle à mettre en place dans cette côté relationnel avec le client va rester au cœur de nos, je dirais, de nos préoccupations. Oui, parce que finalement, c'est la notion de standardisation, hein. Un chatbot va répondre, vous parliez d'OpenAI et c'est ce fameux ChatGPT dont on a déjà beaucoup entendu parler. Vous lui demandez un article qui vous explique pourquoi la Terre est ronde, il le fait. Mais vous lui demandez pourquoi la Terre est plate, il va le faire aussi, hein. C'est tout le problème d'ailleurs d'avoir un outil. Mais donc, comment on fait alors pour éviter cette standardisation? Si je pose une question à un chatbot via mon smartphone, pourquoi est-ce il me répondrait d'une certaine manière dans un certain hôtel et d'une autre manière dans un autre hôtel, alors que c'est la même technologie? Alors, on ne peut pas l'utiliser de manière aussi, je dirais, générique pour chaque hôtel. C'est-à-dire que dès le moment où vous voulez intégrer ce genre de technologie à votre établissement, eh bien, vous allez aussi développer la connaissance de l'outil en question avec les spécificités de votre établissement. Donc, ce qui fait qu'après, vous pourrez bien évidemment, ça dépendra le profil de la personne qui pose la question. Et l'idée, c'est que selon le profil, ça puisse personnaliser la réponse. Maintenant, cela étant dit, on est quand même dans une industrie assez conservatrice et je pense que, comme je l'ai dit avant, ça va accompagner les collaborateurs, que ce soit aussi à travers les robots, hein, qu'on peut aussi intégrer ce genre de connaissances dans les robots qui puissent amener certaines actions au sein de l'hôtel. Mais effectivement, la relation humaine, elle est quand même au cœur de notre industrie. Donc, ça serait, à moins que ce soit aussi évidemment le concept d'un hôtel spécifique. Donc, ça dépend évidemment le profil, les gammes d'hôtels dont on parle, et ce n'est pas une solution qui peut de manière générique s'appliquer à toutes sortes d'hôtels. Donc, ce que je lis entre les lignes, finalement, c'est que votre travail en tant, je le rappelle, qu'expert marketing pour le l'EHL, professeur associé dans cette fameuse école hôtelière qui se trouve à Lausanne, c'est le même. C'est-à-dire que c'est la relation client d'humain à humain le mieux possible. Ça, c'était déjà le cas hier, c'est le cas aujourd'hui, ça sera encore là demain. Ça sera encore demain. Par contre, effectivement, il y a une valeur ajoutée avec que ce soit les chatbots, que ce soit justement le fait d'avoir des objets connectés dans les chambres. Il y a cette valeur ajoutée, mais il n'y aura pas vraiment, vous avez parlé du grand remplacement, effectivement, il y a cet aspect-là, on peut challenger, et je pense que ça peut aussi effrayer un certain nombre de personnes, mais ça ne va pas être la solution garantie pour toutes sortes d'hôtels, parce qu'on a aussi un certain nombre de clients qui ne veulent absolument pas interagir avec des machines. Et donc, il faut aussi considérer ça. C'est-à-dire qu'il faut voir si l'échantillon est représentatif ou pas. On sortait de la période Covid aussi, donc c'est clair qu'il y a eu un moment par rapport aux questions sanitaires, les gens voulaient un peu bypasser les check-in et ce genre de points de contact. Mais une fois que cette socialisation, c'est quand même quelque part un élément important à considérer et il ne faudrait pas le voir, la technologie, comme un remplacement, mais plutôt un outil merveilleux pour accompagner nos collaborateurs et nos clients. Est-ce qu'on n'est pas un peu à la traîne de ces notions d'acceptation de la digitalisation? Je ne veux même pas parler de la robotisation, mais vous allez dans des pays en Asie, aux États-Unis, c'est déjà dans les mœurs. En Suisse, on aime bien avoir quelqu'un derrière le desk avec son accent suisse-allemand, c'est rassurant. Alors, effectivement, on n'est pas forcément le pays où, il y a où on a ce genre de technologie qui s'applique le plus rapidement. Maintenant, il faut aussi dire que même sur d'autres marchés, effectivement, en Asie ou aux États-Unis, ils ont un pas d'avance je dirais, sur l'utilisation, par exemple, de certains types de robots, hein, autant pour la socialisation des robots comme Pepper, mais aussi d'autres types de robots plutôt utilitaires qui permettent de faire les nettoyages, par exemple, qui permettent d'amener un plateau ou récupérer. Mais ça reste quand même assez marginal. C'est des initiatives qui sont en train d'être testées. Donc, dès le moment où ça va être intéressant d'un point de vue, je dirais, productivité, mais aussi en termes d'expérience client, on va les voir de plus en plus sur le marché. Mais il faut savoir que pour le moment,
on a aussi des robots qui ne sont pas forcément non plus si, je dirais, efficaces. Demander à un robot de débarrasser une table, il peut ramasser les plateaux, mais il ne peut pas aller débarrasser une table qui est complètement en désordre. Donc, et s'il le fait, ce sera extrêmement lent. Donc, ce n'est pas une question de remplacement à ce stade-là, mais plutôt optimiser l'utilisation des nouvelles technologies pour l'expérience client. Et alors, bien sûr, vous n'avez pas, j'imagine, la réponse à ma question parce que vous ne voyez pas l'avenir, mais ça, c'est dans le meilleur des cas. On sait très bien aussi que pour certains patrons, certains hôtels, le fait d'investir dans un robot, c'est aussi de ne pas investir dans un humain. Alors, effectivement, il y a cette question-là. D'ailleurs, c'est passionnant parce que c'est un sujet qui touche tous les différents domaines, que ce soit éthique. La notion d'éthique est très importante. Cette notion de remplacement, le fait qui va prendre la responsabilité d'une suggestion s'il y a une erreur dans l'information. Est-ce qu'on peut imposer l'erreur sur un robot qui m'a mal informé sur l'heure de mon vol ou l'heure pour commander le taxi, etc. Donc, il y a vraiment l'autonomie aussi du robot en question. Donc, ça touche l'éthique, ça touche évidemment les parties par rapport à le travail, le corps du travail, également la notion de productivité, le fait de pas remplacer totalement la socialisation. Donc, ça touche énormément de champs différents. Et pour un patron, je dirais la solution, le point important à se poser comme question, c'est déjà premièrement bien identifier les attentes de ses propres clients. Déjà, les clients que l'hôtel lambda va avoir vont pas forcément avoir les mêmes attentes que les autres clients qui vont ailleurs. Donc, bien identifier déjà les différents segments de clientèle que vous avez. Et à partir de là, ça doit être, je dirais, notre point de départ. Selon les attentes, s'il y a une volonté de raccourcir, gagner du temps sur le check-in, eh bien, offrir d'autres types de solutions. Et il faut aussi savoir que complètement remplacer des points de contact en les numérisant, ce n'est pas non plus une solution parce qu'on va perdre une partie de notre clientèle qui ne voulait pas ça. Donc, c'est aussi toujours important de considérer tous les différents segments, être à l'écoute de nos clients. Et puis après, clairement, avec la pénurie aussi de la main-d'œuvre, ça peut être une partie de la solution, la technologie, mais ça ne sera jamais la totalité de la solution. Quand la technologie, on s'en sert bien, c'est pratique. Par exemple, ça vous permet d'être en duplex depuis votre bureau à Lausanne et d'être quand même en direct avec nous. Je vais terminer avec vous, Xavier Chaban, quand même, vous laissez le mot de la fin sur ces notions-là et peut-être rebondir sur ce que vient de dire le docteur Etemad Sajjadi. Oui, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par le docteur. Effectivement, à ce niveau-là, c'est ce qu'on disait, l'un n'est pas antagonique à l'autre. Et sur, en tout cas, je pense, les points de contact à faible valeur ajoutée, finalement, faire un check-in, faire un check-out, faire un paiement, c'est peut-être pas le moment le plus agréable d'un séjour. Donc, si ça peut être fait rapidement, en évitant une queue, en évitant une attente, et que la technologie vient, je dirais, au service de l'expérience client, à ce moment-là, on amène de la valeur ajoutée. Et plus l'hôtelier va vous connaître en fonction de votre profil et de vos séjours passés, plus il va pouvoir personnaliser l'expérience finalement. C'est au cœur du séjour, cette fameuse expérience qui aujourd'hui est déclinée absolument à toutes les sauces, c'est l'expérience client dans l'hôtellerie. On sait bien que c'est très important. Xavier Chaban, responsable des solutions d'expérience client chez Oracle, Dr Reza Etemad Sajjadi, expert marketing pour l'EHL, professeur associé à l'EHL Hospitality Business School, qu'on appelait avant École hôtelière de Lausanne. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. Comment soutenir des projets ESG? C'est passionnant. Bonjour Yann Isler. Bonjour. Vous êtes directeur et fondateur de One Action. Alors avant de vous demander ce que sont des critères ESG, qu'est-ce que One Action? Qu'est-ce que One Action? Alors nous, on est une ONG fondée il y a 11 ans maintenant et principalement active dans l'environnement, dans une moindre mesure dans les projets éducatifs aussi, mais avec maintenant vraiment une expertise autour de la reforestation, la conservation et l'entrepreneuriat social. Alors les critères ESG qui sont donc des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ça va évidemment dans le sens de ce que vous êtes en train de nous dire. Très concrètement, vous identifiez des projets, vous mettez de l'argent dessus pour arriver à les faire grandir. Ça fonctionne comment? Ça fait quand même 11 ans que vous faites ça, donc... Oui, juste une petite nuance et navré de contredire un peu votre introduction. Non, mais je ne suis pas du tout expert des critères ESG. Ça s'applique beaucoup en fait au secteur privé, des grandes multinationales surtout. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'en inspire pas aussi à l'interne, mais la dynamique va plutôt dans l'autre sens, en fait. Donc, nous, on propose souvent des mécanismes que d'autres structures plus grandes peuvent mettre en place. Donc voilà, vous êtes là pour identifier justement ces fameux projets. Voilà. Très concrètement, alors un ou deux projets, par exemple, dont on pourrait parler.
Alors, une vaste initiative et c'est intéressant parce que votre prochain intervenant aurait des solutions à nous proposer, comme quoi. Il y C'est aura le une... podcast, je vous rassure. Voilà, c'est une vaste initiative d'agroforesterie dans des zones parmi les plus affectées par le changement climatique, dans le comté de Samburu au nord du Kenya et dans le Tamil Nadu en Inde, où, avec les changements de température, les grosses sécheresses, ces communautés n'ont plus d'autre choix que d'abandonner leur village pour aller grossir les bidonvilles, ce qui est rarement un succès. Donc notre but, en fait, c'est d'aider ces populations à rester sur leur terre en plantant des espèces qu'on appelle oxalogènes. Pour ça, on travaille avec des scientifiques de l'Université de Lausanne et de Californie qui, je vous épargne l'explication scientifique, mais qui arrivent en fait à conserver, à séquestrer une partie du CO2 de manière permanente dans les sols et qui a des effets bénéfiques pour justement pour la fertilité des sols. Donc en résumé, dans des zones très arides où on n'arrive plus à cultiver, grâce à cette approche, on arrive de nouveau à rendre les terres fertiles et à maintenir ces populations sur place. Ça, c'est extrêmement concret. C'est incroyable, d'ailleurs, qu'on arrive à faire ça. Comment ça se fait que tout cela se fasse depuis Genève? Enfin, tout, non, mais que, en tout cas, One Action opère depuis Genève. C'est une très bonne question. Comme vous le savez, Genève est certainement une des capitales ou même la capitale mondiale des ONG. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici, beaucoup d'organisations internationales. Pour répondre à votre question, j'ai envie de dire, j'inspire un peu de mon parcours personnel qui m'a fait pas mal voyager avant. Et c'est en me confrontant en fait à diverses solutions que j'ai pu voir dans plein de pays que sont nées des idées comme ça de mettre en lien des gens. Et c'est surtout cette fonction de liant ou de catalyseur, je pense, qui fait notre valeur ajoutée ici en tant qu'ONG, parce que évidemment, les projets concrets sont menés le plus souvent ailleurs sur le terrain. Donc nous, notre valeur ajoutée, c'est vraiment de mettre en lien des acteurs qui n'ont pas pour habitude de se parler, typiquement le secteur académique, avec des découvertes scientifiques, mais qui ne trouvent aucune traduction sur le terrain. Donc nous, on essaye vraiment de faire ces ponts. Puis pour vous citer rapidement un autre exemple très concret aussi et bien plus proche de chez nous, à Genève. Là aussi, on est mandaté par le service des espaces verts de la ville de Genève pour les aider à atteindre leur objectif de reverdissement du territoire. Vous savez que Genève est très dense, il y a beaucoup de canalisations partout, c'est assez dur de planter des arbres. Et du coup, ils sont un peu obligés de s'ouvrir au secteur privé pour trouver des endroits où planter des arbres. Donc voilà, on leur a proposé ce service. Donc nous, on s'occupe d'identifier, de convaincre des propriétaires de planter ça, moyennant bien sûr des encouragements. Quelle jolie manière de le dire. Comment est-ce que vous identifiez d'ailleurs les projets pour lesquels vous souhaitez intervenir? Là aussi, c'est une bonne question parce que c'est un domaine tellement complexe, surtout quand on pense à la nature intrinsèque de ces problèmes, à leur interdépendance les uns avec les autres. Déjà, il faut identifier ce que c'est que la notion de progrès. Là aussi, il y a autant de définitions qu'il y a d'êtres humains, peut-être. À nos yeux, en tout cas, d'identifier un projet, c'est pas seulement construire une école et partir, c'est s'assurer d'un bon fonctionnement, d'avoir des bons professeurs. Donc, pour chacun de nos projets, on a vraiment une approche très holistique. On va prendre en compte vraiment plusieurs considérations environnementales, sociales, économiques. Quasiment pour tous nos projets, on a des sous-projets qui génèrent leurs propres revenus, justement pour qu'ils puissent s'affranchir de l'aide étrangère, ce qui est souvent un gros écueil pour les projets de développement. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. C'est impossible, dit la fierté, c'est risqué, dit l'expérience, c'est inutile, dit la raison, essaye quand même, murmure le cœur. Ce sont des mots qui inspirent Yann Isler, qui est le directeur et fondateur de One Action, qui soutient donc des projets pour le bien commun. Alors évidemment qu'on discutait hors antenne, et Nathalie Hardin, directrice du département politique de la CCIG, vous aviez une question, allez-y, faites mon travail, ça m'arrange. Oui, en fait, One Action est au centre. D'un côté, il y a les projets, comment les projets viennent chez vous, et après, qui les finance, des donateurs, et qui sont ces donateurs? Est-ce que vous faites de la recherche de financement ou bien l'argent arrive comme ça facilement? Alors si seulement. On a parfois, c'est vrai, ce rôle un petit peu ingrat d'être entre les deux. Donc d'une part, et pour répondre aussi à la question précédente, on identifie les projets, donc des personnes vraiment dignes de confiance, capables de porter un projet, de le faire grandir. Bien sûr, on a toute une liste de critères, je ne m'épancherai pas dessus maintenant, mais vraiment on fait des visites de terrain, beaucoup aussi par des recommandations, parce que mine de rien, c'est un petit monde après où on se côtoie beaucoup, où on parle. Donc voilà, d'une part, on choisit des projets qualitatifs dans notre cas, puisqu'on est
tout petit. Et puis de l'autre, on doit faire une sorte de matching avec des fondations, des donateurs qui ont des critères aussi de plus en plus spécifiques. C'est un monde qui s'est extrêmement professionnalisé ces 10-15 dernières années. Et donc ça devient aussi assez difficile, d'autant plus qu'à Genève, il y a énormément d'acteurs. Mais alors, est-ce que le fait que ces questions-là soient beaucoup plus aujourd'hui dans le débat public, ce qui est, j'imagine, de toute façon une bonne chose, mais est-ce que ça complique aussi votre travail, puisqu'il faut répondre à une certaine demande du public et donc, j'imagine, de ces entreprises qui financent ces projets? Alors, effectivement, il y a des effets de mode. On le constate parfois un peu avec un peu d'ironie, mais de voir que certaines grandes fondations, ou même, je ne vais pas citer de nom ici, mais Si vous voulez, voilà, vous pouvez. Hein, non, mais voilà, il y a des effets de mode où une année, tout d'un coup, c'est la question de genre qui prédomine, l'année suivante, c'est les îlots de chaleur. Enfin, chaque année, un petit peu sa thématique, alors que pour nous, le succès d'un projet, c'est vraiment un projet qui s'inscrit sur le long terme et qui répond à toutes les problématiques en même temps et pas seulement à une seule. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a tous ces projets pour aller dans ce que vous estimez être le bien commun. Hein. Quel est d'ailleurs ce bien commun? Quelle est cette one action? Difficile de répondre très, très brièvement comme ça, mais il n'y a pas une seule définition, bien évidemment. Pour nous, c'est surtout de construire quelque chose qui ne soit pas construit au préjudice d'autrui, tout simplement. Penser de manière durable, c'est-à-dire ce que je prends à la terre, je le remplace ou je l'améliore. Aussi simple que ça. Et quand ce n'est pas fait, c'est là où One Action et les projets que vous soutenez viennent, comme par exemple le projet dont vous nous parliez tout à l'heure, de retenir le CO2 dans le sol et de permettre à des populations de rester là où elles ont toujours été. Voilà, c'est un des exemples. Oui. Très bien. Donc le financement, on en a parlé. L'avenir, puisque vous le disiez, c'est de plus en plus difficile. Il y a aussi beaucoup d'ONG. Est-ce que c'est une compétition ou est-ce que bien tout le monde s'entend bien dans ce monde-là? Alors, à nouveau, c'est bon, j'ai la réponse. Non, mais nous, on n'a jamais vraiment aimé penser en termes compétitifs comme ça. On préfère plutôt penser en termes de synergie. D'ailleurs, on est content de voir que de plus en plus, il y a des projets multipartites qui voient le jour un petit peu. Et donc, ça c'est super. À côté de ça, il y a énormément d'acteurs quand même. Donc, on est obligé, je pense au professeur de marketing qui est là, de trouver un peu des arguments de vente parce qu'au final, on se présente à des fondations qui reçoivent 100 ou 200 demandes. Donc, l'idée, c'est de mettre en avant une valeur ajoutée et surtout de créer et d'offrir cette valeur ajoutée parce que sinon, on peut tous construire une école, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Plutôt joindre nos forces autour justement des forces propres à chacun. Donc, One Action aujourd'hui, est-ce qu'on peut vous demander votre budget de fonctionnement ou c'est quelque chose qui est secret, ça? Non, pas du tout. On tourne autour d'1 million par année, ce qui est encore tout petit. On est une petite équipe de 5 personnes ici au siège et on espère pouvoir croître dans les années à venir. C'est-à-dire croître, à pouvoir soutenir encore plus de projets, mais ça, on le fait comment? En fait, c'est avant tout une question de fonctionnement, trouver un fonctionnement plus sain. Parce qu'on a tendance à penser, on nous pose d'ailleurs beaucoup la question, mais vous faites quoi concrètement de vos journées? Il y a un peu cette perception qu'on est là à distribuer des tracts dans la rue ou à distribuer des flyers, alors qu'en fait on se rend compte, et notamment à l'heure d'embaucher, qu'il faut des profils extrêmement polyvalents, des compétences vraiment très spécifiques, et voilà, on est un peu sur tous les fronts en même temps. La suite pour 2023, donc, c'est quoi? Commencer à croître, continuer à identifier des projets, voir où en sont ceux que vous soutenez déjà, il y a tout ça? Voilà, alors en termes, c'est une fierté aussi parce que certains de nos projets sont devenus autosuffisants. Donc maintenant, on a décidé de réduire la voilure, donc d'avoir moins de projets, mais des projets plus gros et qui peuvent être répliqués à plus grande échelle. Et en partenariat justement avec des acteurs plus gros. J'en dis pas plus pour l'instant parce qu'il y a des belles choses à venir, mais bon, notamment ce projet avec la ville. Donc ça nous donne aussi un ancrage local parce que pendant le Covid, c'était très dur. Tous nos projets ont été à l'arrêt. Mais voilà, les gens devaient être payés, nous aussi. C'était pas évident. Donc là, on souhaite avoir cet ancrage local et on espère que ce projet va nous donner beaucoup de visibilité. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Comment mieux apprivoiser la distribution d'eau? Si je mets toutes les lettres dans l'ordre, on y arrive. Bonjour Jean-Claude Sanchez. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre Autiker. Bonjour. Vous êtes cofondateur et co-manager de Narval Service. Alors justement, Narval Service, vous amenez de l'eau là où il en faut. Je l'ai bien résumé? Tout à fait. Par différents moyens. Soit des moyens de purification d'eau, c'est-à-dire que dans une zone où il manque d'eau potable, mais où il y a des sources malgré tout d'eau polluée ou
salée. Avec ces appareils, on peut dessaler l'eau ou la nettoyer, la dépolluer pour la rendre potable. Il faut une source d'eau. Là où il n'y a pas du tout de source d'eau, nous avons des appareils également qui sont susceptibles de capter les cellules humides qui sont dans l'air, de les capter, de les condenser, de les filtrer et de les rendre potables. Et ça a une capacité quotidienne de 50, 500 ou 5000 litres. Ah oui. Oui, alors il faut bien comprendre qu'effectivement, l'eau, on ne la déplace pas. Vous ne prenez pas de l'eau d'un point A pour l'amener à un point B. Hein. On fait avec des choses qui sont évidemment déjà sur place. Vous ne transportez pas de l'eau dans des énormes cargos sur des bateaux, rassurez-moi. Non, non, non. Voilà. Non, non. Comment a démarré tout cela? D'où est né le besoin? Personnellement, j'ai pas mal voyagé, notamment en Afrique, et je me suis aperçu justement des difficultés dans cette matière. Mon collègue Jean-Pierre Autiquer est un spécialiste de la sécurité publique. Civil. Civil. Vous savez quoi, je me permets. Reprenez la balle au bon, alors, justement. Racontez-nous votre expérience à vous, et puis on va continuer comme ça. Allez-y, Jean-Pierre. Simplement, j'étais là, à la base, j'étais dans la sécurité civile en général. Donc, je demande juste de vous rapprocher un petit peu de votre micro, qu'on vous entende mieux. Merci. Donc, tout ce qui est protection civile, etc., etc. Et puis, par la suite, donc, c'était un intérêt qui s'est trouvé entre nous de dire quelque chose dans le développement au service des civils en général. Donc, que ça soit en Suisse, que ça soit à l'étranger ou dans les pays africains, etc., etc. Voilà, ça, c'est un petit peu la base. Et pourquoi l'eau, justement? Parce qu'il y a beaucoup de services à rendre. Pourquoi l'eau, c'est quelque chose qui est nécessaire. On le voit maintenant. C'est quelque chose qui va manquer de plus en plus dans tous les pays. Chez nous déjà aussi ici. Et on s'est dit, voilà une base. Mais on était aussi dans le développement général, on est aussi dans les panneaux solaires. Donc, puisque c'est aussi un truc comme ça. Mais on s'est plus se spécialiser dans tout ce qui est eau, production d'eau, nettoyage de l'eau. Est-ce que l'eau, c'est un produit comme un autre? On achète, on vend, on transporte, comme si c'était, je sais pas moi, du cuivre, du métal. On spécule dessus? Non. Pas encore, mais ça peut arriver. Mais pour le moment, on le transporte déjà, ne serait-ce que les sources d'eau minérale qui sont transportées par bouteille à travers le monde. Acheter sa bouteille d'évian à New York, effectivement, elle a bien dû voyager un petit peu. Tout à fait. Mais est-ce que ça, c'est pas un problème? C'est-à-dire que vous apportez une solution extrêmement concrète. Est-ce que c'est pas un problème que de transporter des centaines de milliers, alors j'ai cité Evian, mais toutes les autres, des bouteilles en plastique comme ça? Non, pour nous, c'est pas du tout un problème parce que au niveau qualité-prix, on est quand même compétitif par rapport à ces bouteilles d'eau minérale dans la durée. Et nous nous occupons particulièrement d'une région. Par exemple, les zones de catastrophes naturelles ou les zones militaires. Par exemple, l'installation d'un camp militaire dans un secteur... dans un secteur en guerre, il faut qu'il y ait de l'eau à disposition. Il faut qu'il y ait de l'eau, tout à fait. Que ça soit une catastrophe ou guerre. Donc, voilà. Ouais. Mais en fait, on a des systèmes qui sont écologiques d'abord, première chose, et qui sont justement développement durable. Parce qu'on apporte l'appareil, celui qui produit de l'eau avec de l'air, on l'amène quelque part, et puis il peut être utilisé avec un entretien tout à fait sain. Il faut savoir aussi que ces appareils marchent bien sûr sur générateur, ou sur la prise, ou avec des panneaux solaires. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout ça à la maison? Alors un panneau solaire et un appareil qui est transformé en eau. Ça viendra. Voilà, ça viendra. La petite machine style Nespresso qui... Si on a le droit de faire la publicité. Mais vous dites ce que vous voulez, il n'y a pas aucun problème. Voilà, ça c'est un élément suivant. Je prends par exemple des fontaines à eau, les fontaines à eau que vous avez dans les bureaux et tout ça. Ça, c'est le même principe. On a juste à mettre une prise et puis vous avez de l'eau toute la journée. Il n'y a plus besoin de ces grands bidons plastiques, etc. Donc, et comment on fait? Je reprends l'exemple de ce que vous nous disiez, à savoir, par exemple, catastrophe naturelle. La sécurité est évidemment problématique. Comment on fait pour amener le produit, opérer, s'assurer qu'il fonctionne alors que voilà, il y a tous ces problèmes autour? Alors, il faut déjà sensibiliser les personnes qui sont amenées à intervenir dans une catastrophe naturelle. Déjà, qu'ils prennent un appareil, qu'ils apprennent à le mettre en fonction, ce qui est relativement simple. Et à la suite de ça, ils peuvent travailler directement sur leur zone de travail. Autre chose, comme disait mon collègue, c'est écologiste parce que on travaille avec les panneaux solaires ou même avec les hélices, les éoliennes, moins
Moins écologiste, par exemple, ça peut aussi se brancher sur un groupe électrogène, mais bon, s'il faut abreuver des gens... Quand on est dans une zone sinistrée, effectivement. Voilà. Et également, alors, on peut ravitailler des villages isolés ou même dans le privé des hôtels. Par exemple, recycler les eaux grises, les eaux de salle de bain ou les eaux de cuisine qui sont recyclées et transformées en eau potable et réutilisées par l'hôtel. Tout ça avec un système dont on continue de parler dans la dernière partie de cette émission. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Nous continuons dans la dernière partie de cette émission à parler d'eau, approvisionnement en eau potable. Voilà ce que fait Narval Service. Un appareil qui peut générer à partir d'air jusqu'à 5000 litres d'eau. Alors nous discutions en antenne des problématiques bien sûr dans d'autres pays, mais en Suisse aussi. Chaque année on nous dit c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée, on a des sécheresses. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus vos appareils ? Eh bien parce que les gens découvrent les situations nouvelles. Ça c'est le premier temps. Dans un deuxième temps, il faut pouvoir parer à ces situations nouvelles. Alors, on leur propose, il y a toujours quand même un moment de réflexion, d'attentisme, avant qu'il y ait une décision. On s'est adressé à des personnalités quand même assez importantes dans les cantons qui nous ont renvoyés à d'autres services en disant que c'était eux qui étaient le plus appropriés pour nous répondre. Et on est en phase d'attente. Alors, je prends un exemple simple. On a appris que 2022 sera une très bonne année pour les vins valaisans. Genevois aussi, mais là pour l'instant c'est le Valais qui a communiqué. 2021 ne l'était pas du tout. On pourrait imaginer alors vos appareils qui approvisionnent les vignes genevoises ou valaisannes toute l'année ? Par exemple ? Alors en fait, pour rien trahir, on a déjà pris contact avec des responsables à Genève justement, parce qu'on savait, je connais d'autres personnes là-bas dans les vignerons, et ils ont des problèmes. Donc c'est encore une fois en discussion. Ils ont trouvé que c'était très très bien justement par la suite pour les prochaines années de voir. Et voilà, donc c'est en discussion. Mais ça c'est chez nous, mais il y a le reste du monde aussi. Je veux dire, il y a des pays qui souffrent terriblement. Rien qu'en Espagne, l'été il fait 50 degrés, c'est quand même un problème. Donc là encore, si vous avez une solution, est-ce que c'est parce que le problème il est où ? C'est le savoir-faire ou c'est le faire savoir ? Les deux. C'est-à-dire que on est très optimiste sur l'avenir, en ce qui concerne nos produits, parce que la situation va nous donner raison. Et à partir du moment, ça c'est un phénomène d'enclenchement, à partir du moment où il y aura une ou deux entités qui prendra ces appareils, les autres observeront, et après ça fera l'effet boule de neige. Et on peut également parler de l'importance, alors bien sûr, d'avoir de l'eau sur place absolument partout, mais aussi la notion de la purification de l'eau, puisque vous le disiez, hein, ça fonctionne également pour les eaux qui sont souillées, qui sont polluées. Oui, oui. Alors justement, la sécheresse, c'est une chose, mais aussi dans l'année 2022, dans le canton de Vaud, il y a eu des inondations dans certaines communes où l'eau était devenue impropre à la consommation. Il fallait faire bouillir de l'eau dans certaines communes, effectivement. Alors, avec nos appareils, il y a une source d'eau qui est polluée, qui est sale, on la nettoie, on la dépollue, on la rend potable. Alors, je vais vous poser une question qui ne va pas vous plaire. Quel est le défaut de votre appareil alors ? Parce que là, on est en train de se dire, c'est formidable, ça répond à tous les problèmes de l'humanité. Il a bien un défaut, votre appareil ? Pour le moment, on ne voit pas tellement de défauts. Sinon, peut-être, pour le grand appareil dont je vous ai parlé. Celui qui fait 5000 litres d'eau, parce qu'on parlait en antenne, effectivement. Alors, peut-être que pour un privé, et encore, il faut voir les calculs, mais pour un privé, peut-être que le coût peut être un peu élevé. Pour 5000 litres d'eau par jour, en même temps, moi je ne consomme pas 5000 litres d'eau par jour. Hein. Voilà. Je ne sais pas vous, Nathalie Hardin, mais... Et là, ça concerne... Je m'arrête à un ou deux. Hein. Vous n'avez pas un troupeau à abreuver. Non. Mais ça concerne, là, justement, une commune ou une région, donc voilà, qui... Mais autrement, on a des appareils plus petits qui peuvent s'adapter, qui peuvent être mobiles, qui peuvent être à un endroit dans la matinée, mis sur une remorque ou sur la plage arrière d'un 4x4, et l'après-midi, aller travailler dans un autre endroit. Vous disiez de défauts. Il n'y a pas de défaut dans ces machines, il n'y a pas de défaut. Enfin, des défauts techniques, il peut y en avoir, mais de défauts véritablement. Je crois que le défaut, il ne vient pas de là. Il vient du fait que certaines personnes qui sont responsables de transport, enfin de fournir de l'eau, n'ont pas encore pris exactement le problème à la base. Se dire, tiens, il y a vraiment quelque chose. Je prends la Suisse pour prendre la Suisse parce qu'il y a de l'eau partout. Dès la fin de la sécheresse, on n'en parlait plus du tout.
Donc ça reviendra vraisemblablement cet été, parce qu'on aura sûrement de la sécheresse de nouveau. Alors que les nappes phréatiques ne sont pas pleines, loin s'en faut, hein, d'ailleurs. Voilà, justement. Voilà, c'est ça. Défaut, il y a toujours des défauts techniques, mais ça, c'est quelque chose qui s'entretient sans problème. Je crois que c'est le défaut, c'est la volonté politique de faire quelque chose. Peut-être la défense. Mais bon, c'est un truc personnel. Peut-être en dire un mot alors, Nathalie Ardine, le 14 février, à nos futurs représentants politiques. Pour faciliter la vie de l'entrepreneur. C'est aussi l'accueil de l'innovation, c'est pas facile pour des administrations, bien souvent on se dit ah oui, c'est nouveau, personne l'a essayé, donc on vous renvoie dans un autre service. Et on est quand même. Un peu ça. Voilà, tout c'est à ça. fait. Ouais. Tout à fait. Et alors cet appareil pour les particuliers, vous le disiez, à peu près comme une petite machine Nespresso qu'on met à la maison, et ça capture de l'air et ça génère de l'eau. Ça arrive quand, ça? Alors, ça devrait arriver cette année. Oui, il y a un petit peu de retard. Normalement, ça aurait dû arriver en ce début d'année, mais ça va arriver à la fin du premier semestre ou début du deuxième. Quel coût? Pardon, je vous embête avec ça, mais pour qu'on puisse bien comprendre. On n'a pas encore le prix de cette machine-là, parce que ça va sortir. Par contre, la fontaine à eau, c'est 6 000 francs. Pour une entreprise, par exemple. Ouais, vous avez une fontaine à eau ici, par exemple. On en a plusieurs. Vous mettez, justement, vous mettez ça, puis vous avez de l'eau toute la journée. Ça produit 50 litres en continu. Mais on a aussi de l'eau qui vient du coup voilà. Du robinet aussi, bien sûr. Mais bon, voilà, si vous voulez une fontaine à eau pour faire bien. Voilà. Fontaine à eau encore plus propre. Donc effectivement. Non, c'est pas elle est bonne. Hein, on a goûté cette eau. C'est un peu Evian, Volvic et compagnie. C'est le même style. Hein. Voilà, très bien. On a quelque chose d'un peu concret. C'est le même style, c'est le style Narvel Service, dont vous êtes cofondateur et co-manager, Jean-Claude Sanchez, Jean-Pierre Oticard. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous de nous avoir reçus. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Merci comme chaque semaine à vous d'avoir suivi cette émission à la radio, à la télé, sur Internet, c'est quand vous voulez, onetv.ch. Merci à Nicolas Granger pour la préparation, Noah Sherman pour la réalisation, Nathalie Ardine. On rappelle cet événement le 14 février. 14 février, l'économie à la rencontre des futurs élus. Tous les candidats au Grand Conseil sont invités et les entrepreneurs genevois aussi. Ce sera un vrai barbecue sur le grill de la CCIG. Donc, on se retrouve la semaine prochaine en direct, comme chaque jeudi, 14h, 15h. One TV, programmé VOD sur onetv.ch.